et bienvenue à la correction du DS numéro 6 des premiers ES. Alors, on va d'abord s'intéresser au QCM. Le QCM, la première question était la suivante. On vous donnait une fonction, donc moins 2 facteur de x moins 7 le tout au carré plus 4, il y avait 3 réponses. Analysons davantage la question. Donc on vous donne une fonction, moins 2 facteur de x moins 7 au carré plus 4. Le moins 2 nous indique clairement que la fonction du second degré est de ce type-là. On nous donne la forme canonique, donc ce qui veut dire que lorsque x est égal à 7, eh bien c'est l'abscisse du sommet, et lorsque x égale 7, eh bien le maximum atteint est de 4. On a donc une courbe qui est de ce type-là, grossièrement. Est-ce qu'elle est là, c'est vraiment une représentation grossière. Maintenant, voyons les questions posées. F est décroissante sur R. Bah, clairement non. F est d'abord croissante, puis décroissante. Donc ça, c'est faux. F est croissante sur 0,5. Bah, bien sûr. Puisqu'elle est croissante tout du long, à partir de x allant de moins l'infini jusqu'à 7, elle est d'autant plus croissante entre 0 et 5. Que 5 soit avant la racine ou après, ça n'a pas d'importance. On sait que la fonction, elle sera croissante entre x égale 0 à x égale 5. Donc là, c'était vrai. Et f est négatif sur r, c'est faux bien évidemment, parce que là, f est dans les négatifs, la fonction est dans les négatifs, mais elle passe dans les positifs, et elle revient après dans les négatifs. Donc elle n'est pas négative sur r. Question suivante. En 12 ans, le prix d'un article a été multiplié par 2,4. Alors, quand un prix est multiplié par 2,4, à quelle augmentation cela correspond-il? Quand on augmente une quantité de 50%, on multiplie par 1,5. Quand on augmente une quantité de 80%, on multiplie par 1,8. Donc lorsqu'on augmente une quantité de 100%, on multiplie par 2. Donc si on multiplie par 2,4, c'est qu'on a augmenté de 140%. Donc 140% d'augmentation. Voyons maintenant les réponses. Cela correspond à une augmentation de 240%. C'est faux. Cela ne correspond pas à une diminution du prix de 240%. Bah c'est vrai, puisque ça ne correspond pas à une diminution, ça correspond à une augmentation. Et cela correspond à une augmentation du prix de 140%, c'est vrai également. Question suivante. Soit la fonction f définie par l'expression suivante, x plus 4 facteur de x moins 3. Alors qu'apprend-on dans cette définition? X plus 4 facteur de x moins 3. On a clairement ici une forme factorisée qui n'est possible que lorsque la fonction possède deux racines. Les deux racines sont moins 4 et 3. Donc la fonction possède deux racines, moins 4 et 3. Alors si la fonction possède deux racines, ça veut forcément dire que son discriminant il est positif. Donc à la question, son discriminant est strictement positif? Oui. La question suivante, f est-elle croissante sur moins 0,5 plus l'infini? Alors, on sait que les deux racines sont celles-ci. Devant les parenthèses, on a donc un nombre positif, ce qui veut donc dire que la fonction est de la forme suivante. Si elle est de la forme suivante, elle est d'abord décroissante, puis croissante. La question c'est de se dire, à partir d'où est-elle croissante? Alors on peut développer, et puis ensuite refaire les calculs avec la formule moins b sur 2a pour trouver l'abscisse du sommet, mais on peut aussi réfléchir autrement. Alors, on sait que les deux racines sont moins 4 et 3. Et bien évidemment, il y a une symétrie de la courbe par rapport à ces racines. Donc si déjà, on revient de 3 unités dans ce sens-là, et du coup quand on avance de 3 unités dans ce sens-là, il ne reste plus qu'à partager la dernière unité en deux, et on tombe bien sur la valeur de moins 0,5. Ce qui veut donc dire que l'axosymétrie doit passer par x égale moins 0,5. Autrement dit, la fonction entre moins 0,5 et plus l'infini va être donc croissante. Je répète, si vous développez, vous allez avoir ax au carré plus bx plus c, vous faites la formule moins b sur 2a, vous allez retomber sur moins 0,5. Là c'est pour aller un peu plus vite dans le raisonnement. Et puis si on fait les calculs, lorsque l'on remplace x par moins 0,5, eh bien on obtient moins 12,25, ce qui veut donc dire moins 12,25, donc ce qui veut donc dire que le minimum
de la fonction et la valeur moins 12,25 et ce minimum est atteint pour x égale moins 0,5. Il fallait donc répondre vrai, la fonction est croissante sur moins 0,5 plus l'infini et moins 12,25 est le minimum de f sur la fonction R, oui également. Et enfin, dernière question, si on augmente une quantité P de 10% puis que l'on augmente le résultat de 20%. Donc ça revient à faire P augmenté de 10%, on multiplie par 1,1, on remultiplie par 1,2, et lorsqu'on fait 1,1 fois 1,2, ça nous donne 1,32. Et comme c'est 1,32, ça signifie bien qu'on a augmenté de 32%. Il fallait donc répondre vrai, et forcément, les autres, c'était faux. Passons à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, on vous donnait donc une agglomération, d'accord, qui réalise une étude sur la croissance de sa population, et donc en l'année 2000, il y avait 100 000 habitants. Et on vous dit que Pn, c'est donc la population, hein, le nombre d'habitants, lors de l'année 2000 plus n. Donc P1, c'est le nombre d'habitants en 2001, P2, c'est le nombre d'habitants en 2002, etc. Et pour comprendre comment la population augmente, on vous dit qu'elle augmente chaque année de 5%. Donc il fallait calculer d'abord P1 et P2. Alors pour calculer P1 et P2, c'est simple. Donc P1, bah, c'est les 100 000 habitants de l'année 2000. Donc l'on augmente de 5%, donc c'est multiplié par 1,05. On obtient donc 105 000 habitants en 2001 pour P1. Et P2, on fait pareil. On prend le nombre d'habitants qu'il y avait en 2001, on l'augmente de 5%, et l'année suivante, il y en a 110 250. Il fallait donc ensuite exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une année, comment trouver quand on a la population lors d'une année, comment trouver le nombre d'habitants l'année suivante? Voilà, c'est pas compliqué. Le nombre d'habitants d'une certaine année, c'est le nombre d'habitants de l'année d'avant, mais multiplié par 1,05. Donc la relation était toute bête. Ensuite, on vous dit que Pn, pour une certaine année, donc l'année 2000, plus un certain nombre n, donc le nombre d'habitants est donné par Pn est égal à 100 000 fois 1,05 à la puissance n. Et on vous demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N, la suite Pn est strictement croissante. Donc là, la première chose à faire, c'est de vérifier que pour tout n, eh bien, Pn n'est jamais égal à 0. Alors Pn est clairement non nul, parce qu'il est défini de la manière suivante, 100 000 fois 1,05 à la puissance n. On ne pourra donc jamais obtenir 0 avec cette formule, quelle que soit la valeur de n. Donc Pn est différent de 0. On peut donc se lancer dans l'étude de Pn plus 1 divisé par Pn, et Pn plus 1 divisé par Pn, c'est quoi? Eh bien, on remplace n par n plus 1 dans l'expression. Donc si je remplace n par n plus 1, eh bien je le remplace ici par n plus 1. J'obtiens donc 100 000 multiplié par 1,05 à la puissance n plus 1, divisé par 100 000 multiplié par 0,5 à la puissance n. Je détaille davantage cette écriture qui correspond donc à 100 000 fois 1,05 à la puissance n fois 1,05 divisé par 100 000 fois 1,05 à la puissance n. Je peux simplifier par 100 000 par 1,05 à la puissance n, il me reste donc 1,05. C'est bien strictement plus grand que 1, donc la suite Pn pour tout n appartenant à grand N est strictement croissante. Il y avait deux autres questions. Donc les questions étaient les suivantes. On vous donnait donc une copie d'écran d'un tableur. Et on vous disait, quelle formule faut-il mettre dans la case C, alors dans la case C5, pour obtenir le nombre d'habitants lors de l'année 2001. Donc il fallait prendre le résultat de la case C4, c'est à savoir 100 000, et multiplier ce résultat par 1,05.
Alors certains vont me dire, oui, mais on aurait pu écrire 100 000 fois 1,05. C'est vrai, mais si on veut copier la formule sur tout le reste de la colonne, eh bien on aura à chaque fois la même formule, c'est-à-dire 100 000 fois 1,05. Donc en fait, on va recopier le résultat tout le temps. Pour que le résultat puisse prendre en compte le résultat d'avant, il faut bien dire au tableur, tu prendras le résultat de la case qui précède et tu multiplieras par 1,05. Ce qui veut dire que là, lui, il prendra le résultat de la case qui précède et il multipliera par 0,5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc comme ça, on peut trouver facilement toutes les valeurs du tableau. Alors ensuite, il fallait répondre enfin à la dernière question, en justifiant votre réponse, dire à partir de quelle année la population de cette agglomération a doublé. Alors clairement, en partant de 100 000 habitants, il faut donc être au moins égal à 200 000 pour doubler. 197 993, ce n'est pas assez, c'est donc lors de la 15e année que la population a doublé, et même plus que doublé. Et donc il faut attendre l'année 2000 plus 15, il faut donc attendre l'année 2015. Passons à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, on vous donnait donc une loi de probabilité, et on vous demandait de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, il faut additionner donc à la fois la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3, plus celle que x soit égal à 4, et plus celle que x soit égal à 5. Il fallait donc additionner à la fois, additionner ces 4 probabilités. On trouvait, on trouvait à la fin que P de x supérieur ou égal à 2 était égal à 0,705. Dans la même question, il fallait calculer P de x strictement inférieur à 4. Donc là, c'est soit x qui est égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3, mais ni 4, et encore moins 5. Il fallait donc additionner l'ensemble de ces probabilités. Ce qui nous donnait comme résultat 0,885. Calculer l'espérance E de x. Alors l'espérance, c'est 0 fois 0,195, plus 1 fois 0,1, plus 2 fois 0,35, ainsi de suite. Donc là, bien sûr, ça c'est inutile parce que c'est fois 0, mais je le remets quand même pour qu'on soit bien clair. Et donc lorsqu'on a fait tout ce calcul, on trouvait que l'espérance était égale à 2. Et ce que signifie que l'espérance soit égale à 2? Eh bien ça signifie que Yandri peut espérer vendre en moyenne 2 panneaux par semaine. Alors, quand on se réfère au contexte de l'exercice. Enfin, question 4, il fallait calculer le bénéfice moyen que peut espérer Yandri chaque semaine. Comme il peut espérer vendre chaque semaine 2 panneaux photovoltaïques, on peut donc déjà en déduire que ses recettes peuvent s'élever à 2 fois 12 000 euros, puisqu'il vend 12 000 euros chaque panneau. Donc chaque semaine, il peut espérer vendre 2 fois 12 000 euros, à savoir avoir 24 000 euros de recettes. Sachant que le bénéfice, c'est les recettes moins les coûts, il fallait donc déterminer l'ensemble des coûts. On vous le disait dans l'énoncé, on vous disait qu'il achète 5 000 euros un panneau, mais comme il en vend 2, il faut bien qu'il en achète 2. Donc il va acheter 2 fois 5 000 euros. Il aura 1 000 euros de charges fixes chaque semaine, on vous le disait dans l'énoncé également. Et puis il doit payer des impôts. Donc les impôts, c'est sur les ventes. Comme il vend pour 24 000 euros, il faut qu'il en paye 50%. Donc on va en prendre la moitié, à savoir 12 000. Donc l'ensemble de ces coûts, c'est 10 000, plus 1000, plus 12 000, ça s'élève à 23 000. Et donc Yandri peut donc espérer un bénéfice de 1 000 euros chaque semaine. Passons à l'exercice 4. L'exercice 4, bon là c'est un exercice de mathématiques pur. Donc il n'y avait pas forcément pas de contexte. Il fallait résoudre premièrement, il fallait résoudre une équation dans le première question, et deuxième question, il fallait résoudre une équation. Alors, pour résoudre la première inéquation, on a donc affaire à un quotient d'une fonction du second degré sur une fonction du second degré, et on veut savoir quand est-ce que cette fraction, quand est-ce qu'elle est positive. Donc autrement dit, quelle valeur de x doit-on prendre pour avoir un résultat d'ensemble positif? Alors pour résoudre ce genre d'inéquation,
on a un outil assez performant qui est le tableau de signes. Donc ce tableau de signes, eh bien, on va mettre le numérateur sur une première ligne, le dénominateur sur une deuxième ligne, et on va étudier séparément chacune de ces deux fonctions du second degré, puis ensuite on fera un bilan global pour déterminer le signe de cette fraction. C'est parti. Donc premièrement, étudions cette première fonction du second degré. Déjà, on peut dire que le signe devant le x carré étant négatif, cette fonction est de ce type-là, et le signe devant x carré étant positif, cette fonction est de ce type-là. Commençons par moins x carré plus 2x plus 3. On va calculer le discriminant, et on trouve que le discriminant est égal à 16. Il est strictement positif, donc on a deux racines pour cette fonction du second degré. Les deux racines sont 3 et moins 1, après calcul. Je vous laisse vérifier les calculs. Ensuite, on étudie la fonction du second degré qui se trouve au dénominateur, et celle-ci, lorsqu'on l'étudie, on trouve un discriminant qui est égal à 81, donc également deux racines, qui sont moins 7 et 2. Alors, on a moins 7, 2, moins 1 et 3. On ordonne donc les racines dans l'ordre croissant, moins 7, moins 1, 2 et 3. On comprend bien que cette fonction s'annule pour x égale 3 et x égale moins 1. Donc cette fonction s'annule pour x égale moins 1 et x égale 3. Et celle-ci s'annule pour x égale moins 7 et x égale 2. À partir de là, comme cette fonction, on la retrouve au dénominateur. On n'a aucunement le droit d'avoir cette fonction égale à 0. Donc lorsqu'on aura x égale moins 7, eh bien, on aura ici une valeur interdite. De même, lorsque x sera égal à 2, on aura ici une valeur interdite. En revanche, lorsque le numérateur est égal à 0, ça ne dérange pas. 0 divisé par quelque chose, c'est possible, et ça donne 0. À partir de là, pour remplir le tableau de signes, on sait que la fonction, elle est de ce type-là, donc elle commence dans les négatifs, on rencontre le 0, on bascule dans les positifs, on rencontre les 0, on rebascule dans les négatifs. Ici, on est ce type-là, donc on est d'abord dans les positifs, on rencontre le 0, on bascule dans les négatifs, puis après, on rebascule dans les positifs. Il suffit ensuite de conclure en disant que lorsqu'on a un signe moins divisé par un signe plus, eh bien, le résultat est négatif. Lorsqu'on a un signe moins divisé par un signe moins, le résultat est lui positif. Lorsqu'on a un signe plus divisé par un signe moins, le résultat est négatif, et ainsi de suite. Et la question de base était: quelle valeur de x faut-il prendre pour que le résultat soit dans les positifs? Donc le résultat positif c'est ici et c'est ici. Il faut donc prendre des x situés entre moins 7 et moins 1 et entre 2 et 3. Donc la réponse est la suivante. Solution, ce sont tous les x qui sont compris entre moins 7 et moins 1, union 2 et 3. Et voilà, on avait la bonne réponse. Pour la deuxième partie de la question, c'était donc cette fois, il fallait résoudre une équation. Et donc cette équation était la suivante. 2x au carré moins 8x plus 20 est égal à 8x moins 12. L'astuce, c'est de faire passer tout le monde du même côté. On a donc, cela revient à 2x carré moins 16x plus 32 est égal à 0. Et donc résoudre cette équation, eh bien cela revient à résoudre cette équation. Autrement dit, ça revient à chercher, pour résoudre cette équation, ça revient à chercher les racines de cette fonction du second degré, 2x carré moins 16x plus 32. On calcule le discriminant, qui cette fois est nul, on trouve une seule racine, et donc la solution de cette équation, et par conséquent de cette équation, eh bien c'est lorsque x égale 4. Dernier exercice, exercice numéro 5. Un exercice classique de bénéfices, coût recette bénéfice. Donc là, les questions qui étaient posées, c'était de calculer le coût de fabrication pour 10 000 objets. Sauf que l'unité de x est en milliers. Donc lorsqu'on veut le coût de 10 000 objets, eh bien c'est 10 milliers. Donc c'est le coût de 10. Donc c'était calculé C de 10 et pas C de 10 000.
c'est de 10. Et donc c'était égal à 100, et on pouvait en déduire que le coût de fabrication de 10 000 objets est de 100 000 euros. C'était le piège. De même, comme l'unité est donnée en milliers, eh bien la recette, fallait l'exprimer, donc fallait exprimer la recette R de x en fonction de x, c'est 10 fois x. En effet, lorsque x vaut 1, eh bien on a la recette pour 1 millier d'objets. Donc on va avoir 10 euros fois 1000. Et donc 10 euros fois 1, grosso modo. Mais c'est pour 1 millier d'objets. Donc en fait, si c'est R de 1, je vais avoir 10, on obtiendra 10. Ça veut donc dire pour la vente de 1000 objets, on obtiendra 10 000 euros. Pour la vente de 2 objets, on obtiendra 20 000 euros, et ainsi de suite. Donc il fallait vraiment faire attention aux unités. Ensuite, la troisième question, il fallait en déduire l'expression de B de x. Donc les bénéfices, c'est les recettes moins les coûts, toujours de manière classique. Donc pas d'arnaque, on a bien moins 10x moins entre parenthèses l'expression totale des coûts, ce qui était égal à x au carré moins 30x plus 300. Et donc en enlevant les parenthèses précédées d'un signe moins, et puis en réduisant les calculs, on obtient moins x au carré plus 40x moins 300. La question suivante. La question suivante était étudier les variations de la fonction b sur l'intervalle 0,60 en dressant le tableau de variation et en justifiant bien sûr tous les éléments de celui-ci. Alors, lorsqu'on a l'expression du bénéfice, pour en déduire le tableau de variation, on sait déjà que devant l'ex carré, c'est un nombre négatif, et donc la courbe va être de ce type-là. Donc déjà, on peut placer les flèches du tableau de variation. En plus, on nous dit qu'on étudie cette variation entre 0 et 60. Donc déjà, il y a pas mal d'éléments que l'on peut placer. L'abscisse du sommet, pour la trouver, on applique la formule moins b sur 2a, et on trouve 20. Donc on sait que lorsque x égale 20, ce sera l'abscisse du sommet. Pour trouver l'ordonnée de ce sommet, eh bien on remplace x par 20 dans la fonction, on trouve 100. De même, on remplace x par 0 et x par 60 pour trouver les images des deux bornes, et on obtient le tableau de variation suivant. On vous demandait donc d'en déduire le bénéfice maximal. Donc sur le tableau qui précède, on a vu qu'on obtenait 100 sur l'axe des... Enfin, en termes d'image, c'était l'image que 100 était l'image de 20, donc ce qui signifie que le bénéfice maximal est donc de 100 000 euros et il est atteint pour la vente de 20 000 objets. Et enfin, il y avait une dernière question. La dernière question, c'était déterminer les quantités d'objets à produire pour réaliser un bénéfice strictement positif. Donc un bénéfice strictement positif. Excusez-moi. Un bénéfice strictement positif. Eh bien, ça signifie qu'il faut résoudre l'inéquation suivante, quand est-ce que les bénéfices vont être strictement au-dessus de 0. Cela revient donc à résoudre l'inéquation moins x au carré plus 40x moins 300 strictement supérieur à 0. On calcule le discriminant de cette fonction du second degré, on en trouve les racines, et on peut donc établir un tableau de signes, et regarder quand est-ce que cette fonction est strictement positive. Donc en calculant le discriminant et les racines, on obtient le tableau de signes suivant. On s'aperçoit qu'entre 10 et 30, la fonction est positive. Et donc pour qu'elle soit strictement positive, on ne prend pas les bornes. On ne prend pas 10, on ne prend pas 30. On fait une phrase de conclusion, parce que je vous rappelle que x est donné en milliers, donc on ne prendra pas 10 000 et on ne prendra pas 30 000. On prendra tout ce qui est entre les deux. Pour réaliser un bénéfice strictement positif, il faut vendre plus de 10 000 objets et moins de 30 000. On pourrait aussi dire qu'il faut vendre entre 10 001 objets et 29 999 objets. Voilà.